Bonsoir. Cela va faire 1 an, le mois prochain, que les autorités congolaises ont déclaré une épidémie à virus Ebola dans le Nord Kivu. Depuis, plus de 1700 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique sur 2600 cas à la date du 21 juillet. Cette 10e épidémie qui frappe la RDC est la deuxième la plus meurtrière dans le monde, après celle qui a sévi dans 3 pays ouest-africains en 2014. Si de grandes villes comme Beni et Butembo sont touchées depuis plusieurs mois, un cas a été diagnostiqué le 14 juillet à Goma, la plus grande agglomération de l'Est congolais et frontalière du Rwanda. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé a élevé l'épidémie au rang d'urgence mondiale. Pendant ce temps, les centres de traitement Ebola font l'objet d'attaques dans cette zone de conflit qu'est le Nord Kivu. Où en est-on dans la riposte contre Ebola? Comment sensibiliser la population et protéger les travailleurs sanitaires? Comment éviter une propagation dans le reste du pays et dans la région? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. Bienvenue sur VOA Afrique, Abdurrahman Dia avec vous pour ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Alors que les différents acteurs ont du mal à maîtriser la situation, le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a démissionné lundi, 2 jours après la décision du président Félix Tshisekedi de superviser directement le contrôle de la riposte contre Ebola, et notamment en nommant un comité d'experts. Le ministre démissionnaire cite également son opposition à l'introduction d'un 2e vaccin expérimental. Le point avec notre correspondante à Kinshasa, Anastasie Toudièche. Le virus Ebola inquiète en République démocratique du Congo, mais pas seulement. Un cas à Goma, un autre en Ouganda, loin donc du foyer d'origine, dans l'Équateur, et la communauté internationale sonne l'alarme. Mercredi 17 juillet, l'Organisation mondiale de la santé déclarait le virus urgence sanitaire mondiale. Une nécessité pour un pays qui compte 9 frontières. Avec cette 10e résurgence du virus en RDC, un changement de tactique s'impose, selon David Grassley, coordonnateur des Nations Unies pour la riposte à Ebola. Si on veut réussir, et c'est la méthode qu'on utilise partout pour réussir, il faut avoir un système qui est très robuste pour le contact tracing. Ça, c'est très important. Et après, on détecte qu'il y a une nouvelle personne avec cette maladie. Il faut les isoler et les traiter. Et si on fait exactement ça avec chaque contact, la transmission est cassée tout de suite comme ça. Autre élément important, agir simultanément sur tous les fronts. Les zones infectées comme les zones à risque. Illustration la plus remarquée de la nouvelle approche, samedi 21 juillet, un communiqué de la présidence congolaise annonçait que la supervision de la riposte serait désormais assurée par le président Tshisekedi lui-même et coordonnée par un secrétariat technique nouvellement appointé. À la tête de la nouvelle équipe, le professeur Mouyembe Tamfoum, directeur de l'Institut national de recherche biologique, qui par ailleurs a été membre de l'équipe de chercheurs à l'origine de la découverte du virus. 2 jours plus tard, le ministre de la Santé démissionnait. Oli Ilunga conteste dans sa lettre de démission le manque de communication avec la présidence, déplore un risque de confusion et de cacophonie dans la conduite des opérations et souligne les dangers de la mise en circulation d'un vaccin qui, croit-il savoir, serait en préparation sans avoir été testé. Mais pour David Grassley, ces dispositions sont nécessaires. Je crois que c'était déterminé qu'on doit faire monter la réponse au niveau de la présidence pour assurer que tous les composants du gouvernement soient impliqués dans... Mais ça n'était pas le cas auparavant ? C'était moins que maintenant et j'espère que ça va être augmenté. Pour l'instant, la politique du gouvernement, c'est de rester avec le seul vaccin qui a été déjà testé et de ne pas confondre d'autres vaccins avec tous. Nouvelle dynamique, nouvel encadrement, nouveau vaccin. D'aucuns avancent une guerre de laboratoire. Pas du tout, affirme David Grassley. Si la décision de changer de vaccin reste la prérogative du gouvernement congolais, elle n'est pas à l'ordre du jour.
Anastasie Toudièche, merci. Et pour le débat, nous avons donc 3 invités. Dr Axel Ronce, qui est coordinatrice des activités Ebola à Médecins sans frontières, qui est avec nous depuis Bruxelles. Nous avons le médecin colonel Ibrahima Socéfal, directeur général adjoint de l'OMS en charge des questions d'urgence. Il est en ligne de Butembo. Et nous avons également Nikes Kibel Beloka, qui est journaliste d'investigation basé à Beni, mais qui est en ce moment à Kampala. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors, je commence avec vous, Ibrahima Socéfal. L'OMS travaille étroitement avec le gouvernement congolais. Le départ du ministre de la Santé en pleine crise liée à l'Ebola n'affecte-t-il pas la réponse sur le terrain? Merci beaucoup. Donc, je tiens d'abord à féliciter le ministre de la Santé sortant pour sa collaboration depuis le début de l'épidémie et la transparence dans l'échange d'informations. Je pense que les structures opérationnelles sont déjà en place, donc le travail continue, les priorités sont les mêmes et les partenaires sont engagés donc, sur le terrain. Il n'y a pas d'interruption pour le moment. Donc, nous comptons travailler avec le même niveau d'engagement avec l'équipe qui a été mise en place par le président de la République. D'accord. Alors, Axel Ronce, on évoque l'introduction d'un deuxième vaccin expérimental de Johnson & Johnson. Le vaccin déjà utilisé est très efficace, nous dit-on, n'est-ce pas? Pourquoi introduire un deuxième vaccin? Pourquoi introduire un deuxième vaccin? Je pense qu'en fait, le premier vaccin, effectivement, a montré son efficacité. L'importance, par contre, c'est de s'assurer que ce vaccin soit donné. On donne le vaccin au contact et au contact des contacts. Et donc, ce qui est très important, c'est que ce suivi de contact et de contact soit bien fait. Donc, effectivement, là, on a un vaccin qui montre ses preuves, mais peut-être que c'est le système dans lequel il est mis qui n'est pas suffisamment efficace. Après avoir un deuxième vaccin, peut-être que c'est une opportunité d'avoir une disponibilité plus importante de vaccins ou autre chose. Dans mon cas de figure, c'est d'autres collègues qui s'occupent plus de cette introduction de nouveaux vaccins s'il s'avère, mais voilà. D'accord. Disons, docteur Fall, il n'y a pas de guerre de vaccins, n'est-ce pas, comme certains le disent? Non, pas du tout. En réalité, les gens se focalisent toujours sur le vaccin Johnson & Johnson en parlant de vaccin. Il y a 3 autres candidats à vaccin et les recommandations de l'OMS sont très claires. Il faut continuer donc, les essais cliniques en respectant les bonnes règles donc, de pratique clinique pour ces candidats à vaccin, en les testant chez les travailleurs de santé. Donc c'est toujours à l'étape de ces cliniques pour avoir plus d'informations sur leur efficacité et sur leur innocuité. Je pense qu'il est important donc de respecter ces recommandations de l'OMS. D'accord. Nikes Kibel Beloka, comment ce départ et la mise en place d'un comité d'experts géré par la présidence est perçu par les populations? Il faut dire que le problème de la population, ce n'est pas qu'on change de comité ou que l'ancien comité a bien travaillé. La psychologie de la population, c'est une population qui est meurtrie, qui a connu et qui connaît d'ailleurs les atrocités des rebelles des ADF, et puis il y a la maladie qui arrive. La population n'a pas été préparée pour accueillir la maladie, même si la maladie ne s'annonce pas. Mais aussi, les équipes qui sont arrivées sur le terrain n'ont pas tenu compte de la psychologie de la population, parce que c'est une population qui tient souvent, qui veut qu'elle voit ses propres enfants, les enfants de la communauté, les médecins, les infirmiers de la communauté. Et là, le changement d'équipe pouvait poser des problèmes. Mais dès lors que la population trouve que les enfants, le personnel soignant de la communauté est loin, ne gère pas, ça lui dit absolument rien. D'accord. Alors, Ibrahima Socéfal, je reviens vers vous. Vous avez été nommé récemment pour superviser les urgences sanitaires à l'OMS et vous êtes en ce moment sur le terrain. Mais pourquoi la RDC semble avoir du mal à contrôler cette épidémie alors qu'elle est créditée d'une grande expérience dans ce domaine? Je pense qu'il faut revenir au contexte dans lequel cette épidémie survient.
Le journaliste qui a parlé tout à l'heure a évoqué un contexte particulier. C'est une zone d'abord de conflit avec plusieurs groupes armés. C'est une zone qui n'était pas préparée à ce genre d'épidémie. C'est la première épidémie qui survient donc au Nord Kivu, en littoraux. Même les travailleurs de santé ne connaissaient pas Ebola, bien que Ebola soit survenu en RDC donc à plusieurs reprises. Il a fallu les former donc de façon très élémentaire, même pour les mesures de prévention des infections. Vous avez vu que dès la deuxième semaine d'août, déjà, nous avons un nombre important d'infirmiers et de médecins qui ont été infectés. Donc c'est un contexte où le système de santé est extrêmement faible. Quand vous prenez la ville de Beni, par exemple, vous avez plus de 300 formations sanitaires privées informelles qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qui amplifient la transmission de l'épidémie. Et dans un contexte d'insécurité où les équipes ont eu des difficultés pour accéder aux communautés, il a été très difficile donc de mener les opérations dans un temps approprié. Et il faut rappeler aussi que l'épidémie a duré plus de 4 mois avant d'être détectée. Cela veut dire qu'il y a eu beaucoup de chaînes de transmission qui n'ont pas été identifiées et beaucoup donc de cas qui étaient dans la nature. À cela aussi, donc si on rajoute le contexte de méfiance de la population, donc qui rejette même les médecins venus de Kinshasa et d'autres régions, ça a pris du temps pour que ces populations, par exemple à Butembo, à Katoa, acceptent donc les médecins et les experts qui sont venus travailler avec eux. Donc c'est un contexte très particulier, c'est un contexte urbain, alors que la plupart des autres épidémies sont survenues dans une zone rurale où la population était très mobile. Donc voilà un peu ce qui fait la particularité de cette épidémie. D'accord. Justement, Axel Ronce, depuis le début de l'épidémie, il y a eu plus de 130 attaques contre le personnel sanitaire. Votre organisation, Médecins sans frontières, en a fait les frais, hein, entre autres. Qu'est-ce qui explique ces violences visant les CTE, les centres de traitement Ebola ? Comme Dr Saucé vient de l'expliquer, effectivement, la population elle a du mal à comprendre cette maladie, à ce fléau là qui arrive au milieu de toutes les autres choses qu'ils connaissent déjà. Et les centres de traitement, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Et donc, quand on veut un peu riposter contre Ebola ou contre les acteurs, c'est un peu les endroits auxquels on s'attaque. Il faut dire que pour la population, elle a été longtemps perçue cette maladie comme une maladie amené par le côté politique, et le fait que quand il n'y a pas eu les élections n'ont pas été menées au mois de décembre dans la zone, ça n'a fait qu'un peu accentuer ces velléités de la population contre cet ensemble qu'on appelle la riposte Ebola. Et le moral, il est bon au niveau du personnel Ils sont très courageux parce qu'effectivement, c'est pas facile de faire partie de la réponse quand on est comme ça visé alors qu'on est censé, qu'on vient pour sauver, aider, soigner des gens. Mais les gens notre personnel reste mobilisé et essaye de s'investir comme on peut, et on prend les mesures qu'il faut. Ce qui est super important et qu'on n'a peut-être pas encore assez ici, c'est avoir la population doit être au cœur du dispositif, doit être avec nous dans la réponse. Et ici, peut-être que la sensibilisation, l'engagement communautaire n'a pas encore atteint le niveau qu'il faudrait pour pouvoir contrecarrer l'épidémie correctement. D'accord, on pourra d'ailleurs y revenir en seconde partie. Mais Nicaise, pourquoi une partie de la population et des groupes armés réagissent de façon hostile à la présence du personnel de santé pour vous? Il faut dire que depuis pratiquement 2014, même avant les élections, cette population était hostile à tout ce qui venait de Kinshasa et tout ce qui ne sortait pas d'elle-même. Parce qu'il y a une suprématie de la coutume par rapport à l'État. La population n'acceptait plus la présence de l'État. Alors, la maladie est apparue à un mauvais moment. Et à ce moment-là, il y a eu aussi les élections avec l'intoxication. D'abord, on faisait croire à la population que Ebola n'existait pas, c'était une invention. Donc, si c'est une invention, cette invention, au même titre que les rebelles ADF, c'était pour exterminer la communauté. Et c'est comme ça que la population, avec les milices armées, parce que bien avant Ebola, il y a eu la tarification, les tatouages des jeunes gens pour résister à tout ce qui ne sortait pas de la communauté. Alors, tous ces faits conjugués ont fait que la population puisse s'attaquer aux équipes de la riposte
et à tout celui qui collaborait avec les équipes. Notamment, on a commencé à menacer, à taper les enfants du milieu qui traitaient avec les équipes, et finalement à s'attaquer au centre de traitement. Mais aussi, il faut souligner un autre point. Au départ, il y a eu un son discordant entre le personnel local soignant et les équipes qui sont arrivées au sujet des primes. Le personnel local soignant, qui dans la plupart des cas est issu de la même communauté, n'a pas apprécié la différence de primes, de paiement des primes entre les standards OMS et le national et ce qui s'est passé sur le terrain. D'accord. Alors, Ibrahima Sosséphal, on le voit clairement, il y a un problème de perception sur le travail que fait l'OMS et d'autres organisations sur le terrain. Il y a beaucoup de théories de complot. Qu'est-ce qui va changer dans la stratégie de sensibilisation? Je pense qu'il est important de continuer la sensibilisation en utilisant les différents canaux disponibles, mais c'est surtout le travail donc, de terrain au niveau le plus périphérique possible. Si vous avez vu qu'on a pu avoir un impact à Butembo et Katoa, c'est parce qu'on a utilisé une approche décentralisée avec les partenaires pour aller au niveau aire de santé et avoir des équipes qui sont capables de travailler avec la population locale en utilisant les plateformes et les structures communautaires qui existent. Donc, et c'est autour de ces dialogues que la population donc, comprend mieux ce qui se passe, que cette population désigne les membres qui doivent participer à la riposte contre Ebola. Et ce n'est qu'avec l'appropriation par la communauté qu'on peut avoir des résultats. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que ce qui se passe à Butembo et à Katoa ne peut pas être juste répliqué à Beni ou à Mangina ailleurs. Dans chaque localité, il y a des spécificités dont il faut tenir compte au niveau de la structure communautaire, au niveau des acteurs communautaires. D'accord. Axel Ronce, pensez-vous que jusque-là, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'Est de la RDC a l'attention qu'elle mérite au sein de la communauté internationale? Je pense qu'elle a un petit peu perdu de l'attention, mais maintenant qu'elle a été déclarée comme urgence d'utilité publique, l'attention va peut-être revenir dessus. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu quelque chose d'oublié et que ça revient aux esprits de tout le monde une fois que ça commence à toucher des grandes villes ou un autre pays comme ça a été le cas. Mais notre attention à nous, en tout cas, elle est toujours là-bas. Elle est toujours là. Voilà. D'accord. Donc, je dois dire aussi que nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Jean-Luc Mukutu à Lubumbashi dit « Maintenant que l'OMS vient de déclarer Ebola une urgence sanitaire mondiale, j'en appelle à la conscience de toutes les parties, en commençant par la population, qui doit faciliter la tâche aux équipes de la riposte en acceptant notamment de se faire vacciner, aux groupes armés de ne pas s'attaquer aux équipes de secours car la santé doit être une affaire de tous. » Tassi Koivera Saïdi à Butembo en RDC écrit « Mon constat est que la population ne croit pas réellement qu'Ebola existe. Elle pense qu'Ebola est une autre manière de la massacrer. » Pour Alphonse Mbouaki à Kinshasa, Ebola risque de s'étendre dans les pays voisins et aller plus loin dans le monde. D'où la nécessité pour la communauté internationale via l'OMS de s'impliquer. Voilà donc quelques réactions de nos auditeurs sur Facebook. Merci de rester fidèles à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver donc pour la seconde partie de Washington Forum. Abdourahmane Dia, donc à la présentation. Nos invités, je rappelle, Axel Ronce, coordinatrice des activités Ebola à Médecins sans frontières, qui est avec nous depuis Bruxelles. Médecin colonel Ibrahima Sosséphal, directeur général adjoint de l'OMS en charge des questions d'urgence, en ligne de Butembo en RDC, et Nikes Kibel Beloka,
journaliste d'investigation basé à Beni, en ce moment donc en déplacement à Kinshasa. La ville de Goma, la plus grande métropole de l'Est de la RDC, a enregistré ce mois son premier patient diagnostiqué avec le virus Ebola. Il est mort lors de son transfert vers Butembo. Cette information a créé la peur à Goma, une ville de plus d'1 million d'habitants, frontalière du Rwanda et dotée d'un port et d'un aéroport desservant d'autres pays. Alors, comment réagissent les populations face à la menace d'une propagation de l'épidémie dans cette ville? Notre correspondant sur place, Charlie Kasereka, a posé la question à quelques habitants. Je vous propose de suivre. Par rapport aux démissions, pour nous, ça pose déjà problème parce que ça nous crée déjà la peur. Nous voyons d'abord qu'il y a une crise de leadership qui est incontrôlable et qui, quand vous voyez une personne ou une personnalité morale commencer à démissionner, et donc ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont ingérables. Je vois comment l'équipe de la riposte travaille. De ma part, je peux dire que cette équipe travaille bien et d'une autre part, je peux dire qu'il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses à corriger parce que si au moins cette équipe a arrivé à détecter le premier cas d'Ebola, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et c'est quelque chose à encourager. Néanmoins, les médecins qui sont dans la riposte contre Ebola devraient mettre un peu d'humanisme dans leur façon de traiter le malade. Parce que quand vous êtes confirmé cas confirmé Ebola et qu'on vous traite, qu'on vous maltraite, c'est comme si on vous poussait directement vers la porte de la mort. Nous demandons le changement d'approche, c'est-à-dire nous voulons que nos médecins ou bien les services qui sont pour l'entrée et sortie de notre ville, nous aurions bien voulu avoir de l'eau partout dans nos maisons. Nous manquons cette eau. Il n'y a pas de pot de lavage de mains dans des universités, et partout même dans des églises. Et s'il y a de l'eau, il n'y a pas des savons. Voilà des questions qu'on se demande de la prise en charge dans la question. Le gouvernement congolais ne s'implique pas comme il faut dans cette crise. Toi, tu voulais que le gouvernement fasse quoi? Non, le gouvernement a proposé qu'il faut se baser surtout sur la propriété de santé. Alors, ici à l'université de Goma, nous voyons que le gouvernement congolais ne s'implique pas comme il faut. Par exemple, l'eau ne se trouve pas ici à l'université de Goma. On demande d'appliquer la propriété. Il n'y a pas de savon, il y a des mouvements un peu partout. Ça peut poser aussi des problèmes. Voilà donc quelques réactions à Goma. Nikez, la victime de Goma était un pasteur qui a dû être en contact avec d'autres personnes. Quels sont les risques au vu des pratiques religieuses et coutumières dans cette zone? Et comment convaincre les populations qu'on ne doit plus se serrer la main, par exemple, à l'église ou ailleurs? Au niveau de certaines églises, notamment de l'église catholique dans les diocèses de Butembo-Beni, on ne se salue plus, on ne se serre plus la main lors des messes. Mais le vrai problème reste au niveau de ce qu'on appelle les églises de réveil, où on se touche, on se colle. Il faudra convaincre des pasteurs que c'est une maladie, c'est un fait accompli. Il faut l'accepter comme tel, il faut arrêter avec certaines pratiques. Mais comme l'a dit aussi, l'ont dit les intervenants, il faut enseigner, faire accepter aux gens le lavage des mains. C'est très important parce que le vrai problème de la population, l'acceptation des faits, l'acceptation des conseils que les équipes médicales donnent, c'est ça qui peut sauver. On peut changer d'équipe si la population n'adhère pas à tous les prescrits, à toute la réglementation qu'on exige les soins, alors là, ça complique. D'accord. Ibrahima Socéphale, Goma est une ville carrefour. Êtes-vous inquiet concernant une propagation de la maladie dans d'autres pays de la région, sachant que l'Ouganda est déjà touché? En fait, depuis le début de l'épidémie, nous faisons régulièrement l'évaluation du risque et nous avions considéré déjà Goma comme un endroit à très haut risque. La même chose pour les pays comme l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et le Burundi. Donc, sur cette base, nous avons mis en place avec les partenaires et le gouvernement des équipes à Goma pour les mettre en mode de réponse
avant même qu'il y ait un cas à Goma. C'est pour ça qu'ils ont pu détecter très rapidement ce cas et organiser la réponse donc, autour de ce cas. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore un autre cas à Goma, mais le risque reste très élevé. Nous devons être très vigilants et continuer à être en mode réponse au niveau de Goma et aussi au niveau des autres localités à risque. Oui, rester vigilant, donc c'est le maître mot. Axel, avant l'épidémie dans 3 pays ouest-africains en 2014 et celle qui sévit actuellement en RDC, la maladie frappait souvent des zones assez isolées et restreintes géographiquement, donc disons plus gérables. Comment adaptez-vous votre réponse face à un virus aussi contagieux mais qui touche de plus en plus de larges territoires? En fait, la réponse, c'est les mêmes règles à appliquer, que ce soit dans un endroit petit, éloigné, ou dans un endroit où il y a plus de circulation comme maintenant. Et effectivement, ici, on est dans une région où on peut dire, je voulais renchérir sur le cas de Goma. En fait, ça fait 11 mois qu'on avait peur qu'il y ait un cas à Goma. C'est bien, finalement, que ça ne soit arrivé que maintenant. C'est étonnant. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la même chose. Maintenant, c'est la zone dans laquelle on doit intervenir qui est plus grande, où il faut vraiment informer la population, leur expliquer ce que c'est la maladie, ce qu'il faut faire quand on présente des symptômes, ce qu'il faut faire quand on a quelqu'un qui est malade. Et c'est toutes ces choses-là, si tout ça se passe bien et vite, effectivement, on pourrait contrôler. C'est juste faire appliquer les mêmes choses, mais sur un territoire plus large. Et ici, la grande contrainte, c'est vrai que c'est d'une population qui bouge énormément, et c'est pas parce qu'un endroit a eu l'épidémie ne l'aura plus. Non, c'est ça qui est un petit peu difficile en ce moment, c'est qu'une zone n'est pas claire ou n'est pas nettoyée. Enfin, j'ai envie de dire, l'épidémie revient, et pour le moment, c'est vraiment ce circuit. On se dit, donc, on devrait normalement avoir déjà informé la population dans ces endroits où l'épidémie revient, et c'est ça qui est compliqué ici. Mais voilà, il faut juste peut-être mettre les moyens, les bons moyens. Voilà. D'accord. Alors, Kibel, la politique a été un facteur dans l'évolution de cette épidémie, avec notamment le report des élections à Beni et Butembo. Quel est le discours des hommes politiques sur place et des autorités locales? Est-ce que c'est un discours apaisant qui contribue positivement à la lutte contre l'épidémie? Au départ, les hommes politiques ont tenu le discours. C'est eux qui ont dit que Ebola n'existait pas, que c'était juste pour exterminer la communauté. Mais au fur et à mesure, avec le nombre de décès atteints, le discours change. Mais vous savez, il est facile de détruire et difficile de construire. Il faudra naturellement faire appel aux chefs coutumiers, à tous les députés provinciaux et nationaux de cette communauté pour qu'ils reviennent et changer de discours, faire comprendre aux gens, à la population, que effectivement Ebola est tue, et puisqu'on a déjà 1700 cas, donc il faudra changer. Il faut oublier le passé et revenir sur de bonnes bases, sur un discours, moralisateur. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Nikez. Et nous arrivons donc au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je cite notamment l'ORTM au Mali et B1 en République démocratique du Congo. Je remercie toute l'équipe. C'était Abdourahmane Dia à Washington. À très bientôt. Au revoir.